Bien, je vais vous parler donc des plantes cultivées. Et cette citation que j'ai mise en exergue de mon résumé, des moyens de faire naître des espèces et des variétés nouvelles et d'en diriger la création, pourrait être le titre de cette séance. En fait, il s'agit du titre du chapitre 4 d'un traité écrit par Augustin Sageret en 1830, et dans lequel il expliquait comment diriger la création de nouvelles espèces végétales en utilisant le moyen relativement révolutionnaire à l'époque, qui consistait à faire des hybridations. Alors depuis, les connaissances scientifiques se sont accumulées, et non seulement des espèces nouvelles ont été obtenues, mais par exemple, des genres nouveaux ont été obtenus. C'est le cas des Raphanobrassica, par exemple, des Triticales, des Tritordeum, des Festulolium, c'est-à-dire, dans chaque cas, un ensemble d'espèces qui allient les génomes de différentes espèces parentales. Et d'ailleurs, c'est Sageret qui produisit le premier Raphanobrassica en 1826. Alors, depuis, d'autres connaissances se sont accumulées, et en particulier, les progrès de la génétique ont permis de mettre en place un secteur de production, de création de variétés végétales, et qui a abouti à une certaine diversité des variétés. Et cette création de variétés végétales s'est accélérée, on peut dire, à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Actuellement, ce secteur économique de création et de production de semences en France représente un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros, qui nous place en troisième position mondiale, après les USA et la Chine. Et ce qui est remarquable, c'est le niveau des exportations de ce secteur en France, qui nous place au premier plan mondial, qui représente la moitié de ce chiffre d'affaires. Ceci est réalisé par un ensemble d'entreprises, de producteurs, d'agriculteurs multiplicateurs, de distributeurs. Pourquoi ? Parce que la France dispose d'atouts géographiques, mais aussi d'un savoir-faire et un appui, pourrons-nous dire, historique de la recherche publique. Le rôle sociétal de la création variétale, c'est d'assurer une offre d'espèces et de variétés adaptées aux besoins de la société, idéalement, de façon à mettre les agriculteurs en capacité économique de produire, de participer à une agriculture soutenable, de contribuer à la sécurité alimentaire, à la qualité et à la sûreté sanitaire des aliments, à d'autres usages non alimentaires des produits agricoles, et ceci pour des utilisateurs ou des consommateurs finaux. Alors, une telle offre est une valeur positive pour la société, et ce rôle dépend finalement du nombre et de la diversité des acteurs et de l'activité inventive de ces acteurs en recherche et en sélection. Alors, pas CRISPR-Cas9, mais ce que l'on peut résumer sous un terme plus générique qu'on a choisi, c'est la réécriture génomique, mieux que édition génomique qui serait réservée aux professionnels, et qui veut dire autre chose, bien entendu. Donc, la réécriture génomique des plantes cultivées ne se fait pas toute seule, elle implique des connaissances des génomes, des connaissances des fonctions des gènes, et des connaissances de caractères qui vont de l'agronomie jusqu'à l'utilisation des produits des plantes, et qui permettent de démontrer la pertinence des caractères qu'on veut améliorer. Alors, mon exposé sera en deux parties. D'abord, quelle place ces techniques peuvent avoir en création variétale et quelles sont les conséquences pour sa valeur sociétale. Alors, pour commencer à décrire un peu la place de ces techniques, on va prendre un exemple pratique. La génomique nous apprend, par exemple, que le caractère grain long
dans la sous-espèce indica du riz est le résultat de l'inactivation du gène GS3. Bon. Question, comment obtenir le même caractère dans la sous-espèce japonica du riz qui, vous le savez, a des grains ronds. Première solution, on ignore complètement cette connaissance de génomique et on réalise des hybridations entre des donneurs indica et des receveurs japonica. On fait une sélection après plusieurs générations dans des croisements en retour avec des japonica porteurs et on obtient à la fin des japonica porteurs de la mutation. Problème, difficulté de réaliser ces croisements, il y a des problèmes de stérilité entre les deux sous-espèces, la durée du processus, plusieurs générations, et puis au final, au mieux, le gène d'intérêt sera restera lié, la méiose étant ce qu'elle est, à plusieurs centaines d'autres gènes indica éventuellement indésirables. Deuxième solution, on ignore toujours et on attend qu'une mutation spontanée se produise. Les mutations spontanées sont très courantes. Par exemple, si vous faites un calcul, tous les gènes du riz sont mutés au moins une fois dans les grains d'un hectare de riz. Mais la probabilité de la mutation que l'on recherche, elle est faible. Elle est de l'ordre de 10-6, admettons. S'il en est ainsi, il faudrait observer et sélectionner parmi 3 millions de descendances. Donc, s'il y a des amateurs, ils peuvent essayer de le faire. Autre solution, on utilise un protocole de mutagénèse aléatoire. Irradiation, c'est faire depuis 90 ans, ou mutagénèse chimique. Avec ces protocoles, on multiplie par un facteur 1000 environ la fréquence de ces mutations. Donc, ce n'est plus 3 millions de descendances, mais 3000 descendances qu'il faut étudier, éventuellement assistées par des méthodes moléculaires. C'est faisable. Le problème, c'est que la mutation recherchée sera accompagnée de centaines de mutations éventuellement indésirables, dont on ne pourra se débarrasser qu'en partie dans les descendances. La quatrième solution, donc, c'est l'utilisation des méthodes de réécriture génomique. Comme vous l'expliquait Pascal Cossard, la possibilité de couper un gène d'intérêt vers lequel l'enzyme Cas9 est guidée par un ARN correspondant en séquence au gène d'intérêt, mutation aléatoire, simple coupure, mutation aléatoire, et sélection parmi une dizaine de descendances des plantes régénérées. Peut-être d'autres mutations seraient induites, mais le calcul montre qu'elles ne sont pas plus nombreuses que les mutations spontanées qui vont s'accumuler pendant le processus de multiplication. C'est ce qu'ont fait des chercheurs chinois. Parmi d'autres transferts copies de caractères entre les deux sous-espèces japonica et indica. Et ici, vous avez donc le résultat de cette manipulation. Un des mutants, parmi d'autres, possède donc des grains longs au même titre que les plantes de la sous-espèce indica. Par conséquent, à partir de cet exemple, on s'aperçoit que la technique est beaucoup plus efficace et conduit à un résultat qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus net que les techniques, disons, traditionnelles. On peut faire plus, c'est-à-dire obtenir des choses que l'on ne peut pas pratiquement obtenir ou qu'il est très difficile d'obtenir par des méthodes traditionnelles. C'est les exemples qui vont suivre. Par exemple, l'inactivation simultanée de deux gènes qui se ressemblent. Donc, avec le même ARN, on va pouvoir les guider et obtenir des inactivations de ces deux gènes. La probabilité d'inactivation de deux gènes, elle est très faible. Avec notre valeur de 10-6, là, ça ferait 10-12. C'est la même chose pour l'inactivation de 3 gènes à la fois de sensibilité à l'oïdium chez le blé. Probabilité a priori 10 puissance moins 18, donc c'est absolument impossible.
Et donc, ces exemples ont été réalisés en utilisant des méthodes de réécriture génomique. Un autre exemple, c'est sur la pomme de terre. La pomme de terre est tétraploïde, a 4 gènes 4 allèles par gène. Et si l'on veut interrompre le gène de l'invertase vacuolaire qui est responsable de l'accumulation de sucres réducteurs qui sont responsables de la production d'acrylamide quand on fait des frites, eh bien, pour obtenir cette inactivation, il n'y a guère que la solution de la réécriture génomique. Avec une probabilité de 10 puissance moins 24, vous pouvez attendre vraiment une éternité. On peut faire de la réécriture proprement dite, qui consiste à introduire une nouvelle fonctionnalité. C'est par exemple le cas de cette résistance à une famille de virus qui s'appelle les potivirus, qui attaque tout un tas d'espèces de légumes. Et on a découvert par hasard une résistance chez le poivron, et cette résistance est due à 2 mutations dans un gène qui est le gène de facteur d'élongation de la traduction EIF4E, peu importe. Il y a 2 mutations dans ce gène. Donc, obtenir par hasard à nouveau ces 2 mutations, c'est pratiquement impossible. Par contre, par réécriture génomique, on peut, chez la tomate ou chez le concombre, copier ces mutations dans le gène de la tomate ou du concombre. Ceci a été fait sur le concombre et publié déjà, et c'est pratiquement terminé aussi sur la tomate dans un programme franco-français. On peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire faire un remplacement de gènes en allant chercher un orthologue, c'est-à-dire un gène qui a les mêmes fonctions et des séquences très proches, mais dans une autre espèce. Et c'est le cas, par exemple, de ce remplacement de gène qui s'appelle SAP du riz par un orthologue venant d'une espèce qui n'est pas du tout apparentée, mais qui vit dans le bassin méditerranéen et qui est résistante à la fois à la sécheresse et au sel. Dernier exemple, le melon. Des chercheurs se sont aperçus que la couleur orange du melon est due à la présence de bêta-carotène et que cette présence de bêta-carotène est due simplement à un changement de base, un CGC qui est devenu un CAC, et dans le gène qu'on appelle OR pour orange, une arginine est remplacée par une histidine. Alors, il est très tentant d'essayer de copier cette mutation relativement simple chez d'autres espèces, dans la mesure où on sait depuis les années 70, 80, que le même gène a été muté, c'est une mutation qu'on a pu dater 1971 au Canada, chez le chou-fleur, et vous pouvez consommer actuellement des choux-fleurs orange, et cette mutation est dans le même gène. Donc on peut se dire que dans tout un tas d'espèces, ce gène existe, et dans tout un tas d'espèces, on pourrait à volonté faire produire du bêta-carotène dans tel ou tel organe. Alors j'ai mis simplement un clin d'œil aux partisans du retour à la nature qui vous montre ce que est réellement le melon sauvage, c'est-à-dire un petit fruit, très petit, c'est à la même échelle, sans chair, ce qui n'empêchait pas nos ancêtres de consommer leurs graines. Donc ça marche, c'est plus précis, c'est plus rapide, c'est peut-être moins cher, et ceci est l'évolution du nombre de publications sur les plantes depuis 2013. J'imagine que c'est la même chose dans tous les autres domaines de la biologie. Alors qu'est-ce que ça change depuis le créateur de variétés jusqu'à l'utilisateur consommateur final? La première chose, Pascal Cossard vient d'en parler, ce sont les incertitudes. Ce sont les incertitudes sur l'issue des batailles de brevets d'amont. Le premier round a été gagné par le Broad Institute. Il y aura peut-être d'autres épisodes à cette bataille. Pour les acteurs de la création variétale,
la première question qui peut se poser, c'est quels seront leurs droits d'opérer. A priori, une technologie qu'on dit peu coûteuse, à la portée de petites structures, sera-t-elle réellement démocratisée ? Autrement dit, les licences seront-elles acceptables par ces petites structures ? Le deuxième point, c'est la maîtrise des techniques de biologie cellulaire et moléculaire qui vont avec. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le kit CRISPR-Cas9, mais il faut aussi savoir cultiver des cellules in vitro et savoir régénérer des plantes à partir de ces cellules. Donc des technologies qui se sont plus ou moins perdues depuis les 20 dernières années, mais qu'il faudra retrouver. On peut imaginer aussi la création d'entreprises, de petites entreprises de services, pourquoi pas. On n'a pas besoin d'imaginer des grosses structures pour mettre en place ces techniques, mais encore faut-il avoir le savoir-faire. Alors il y aura probablement un risque de concurrence et éventuellement de disparition d'acteurs, ce qui est un peu contraire au souhait de diversité de ces acteurs qui est nécessaire pour l'intérêt sociétal de la création variétale, et probablement que l'enseignement et la recherche publique auraient un rôle à jouer dans ce domaine pour susciter un nouveau domaine, un nouveau secteur économique finalement, ou professionnel. Qu'est-ce que ça change pour la propriété intellectuelle des variétés ? Alors un rappel, pour ce qui concerne les variétés végétales, il y a 2 systèmes qui cohabitent pour assurer la propriété intellectuelle des variétés végétales en Europe. Le premier, c'est le certificat d'obtention végétale, et le deuxième, c'est le brevet. Le certificat d'obtention végétale pour la variété, le brevet pour un élément génétique inventé et introduit dans la variété. Alors le certificat d'obtention végétale, c'est considérer qu'une variété, en fait, est un assemblage d'éléments génétiques et que c'est cet assemblage qui est protégé par, et non pas les éléments de cet assemblage, qui est protégé par le COV. Autrement dit, les éléments sont librement réutilisables par quiconque pour créer une nouvelle variété, à condition qu'elle ne soit pas la copie conforme de la précédente. Un système de gestion vertueux d'un bien commun, le progrès scientifique, le progrès génétique, et on peut faire effectivement le parallèle avec ce que l'on connaît avec les publications et le progrès scientifique. Le brevet, lui, porte sur un élément génétique qui est dans la variété. C'est par exemple une construction qui a été réalisée par Génie Génétique et qui est présente dans une plante génétiquement modifiée. Cet élément n'est pas libre d'accès, mais le reste du génome de la variété est libre dans les conditions du certificat d'obtention végétale. Alors maintenant, si l'on imagine une multiplication des obtentions avec réécriture génomique, a priori un brevet sur une modification réalisée par réécriture génomique, si elle satisfait aux critères de brevetabilité, c'est-à-dire inventivité, nouveauté, application, ne change pas sur le fond la situation actuelle. En revanche, on peut s'inquiéter d'une multiplication de ces éléments génétiques brevetés dans une variété qui restreindrait pratiquement le libre accès au fonds génétique, qui est la philosophie même du certificat d'obtention végétale. Donc les questions se posent, comment contrôler d'abord le respect des critères de brevetabilité, autrement dit, d'abord l'étendue des revendications, ensuite vraiment n'attribuer des brevets qu'à des inventions. Ce n'est pas toujours le cas, on peut le dire. Comment limiter aussi, dans ces conditions, le droit au brevet pour ne pas être en contradiction avec le certificat d'obtention végétale. Et on pourrait dire que ces nouvelles technologies pourraient être l'occasion d'instaurer un dialogue entre des instances qui naviguent dans des univers différents et qui sont d'un côté
l'Union pour la protection des obtentions végétales, et de l'autre côté, par exemple, l'Office européen des brevets. Pour l'agriculteur, qu'est-ce que ça change? A priori, des aspects positifs qui peuvent être anticipés, de nouvelles variétés, de nouvelles productions, de nouveaux marchés. Bon, tout va bien. Mais avec peut-être des contraintes économiques, si les coûts de licence sur les brevets impactent le coût des semences, et puis le refus ou la bouderie des consommateurs, ce n'est pas la peine de produire si personne n'en veut. Et on sait qu'il y a des interdits. Par exemple, l'agriculture biologique ne veut pas utiliser ces produits. Pour l'agriculteur, pas plus de contraintes sur les semences de ferme. Je rappelle que les semences de ferme sont donc les semences que peut produire lui-même l'agriculteur pour faire le semis de l'année suivante, en prélevant donc sur sa récolte. C'est un droit qui existe pour un certain nombre d'espèces. Il y a maintenant une liste de 35 espèces. Et ce droit est complètement indépendant de la présence ou non de brevets dans la variété en question. L'agriculteur a ce droit à condition de payer une contribution volontaire obligatoire qui est de quelques euros à l'hectare. Pour l'agriculture globalement, les objectifs d'amélioration des plantes ne bougent pas, sont récurrents et ils s'intègrent dans des programmes de développement. Ce sont des réponses vis-à-vis de facteurs un peu aléatoires comme l'eau, le climat, les parasites, les pathogènes, les espèces compétitrices. Ce sont des réponses pour mieux utiliser des ressources, améliorer la physiologie des plantes, réduire les intrants. Ce sont des réponses pour de nouveaux usages, bioraffinerie par exemple. La réécriture génomique s'ajoute aux autres méthodes pour rendre ces recherches plus performantes, comme on l'a vu tout à l'heure sur les exemples du début, sur une gamme élargie d'espèces. Il est possible qu'on se heurte à un refus des consommateurs. Il y a une peur diffuse de l'intervention humaine sur la nature, entre guillemets, des espèces. On peut se demander si notre cerveau n'est pas celui du chasseur-cueilleur encore. Et l'hybridation des plantes, par contre, a été acceptée, alors j'ai mis sauf dans le cas de la vigne, malgré des interdits culturels. Donc ça ne pose pas de problème, mais c'est quand même une intervention humaine sur la nature des espèces. Alors cette peur peut être attisée par certains lobbies, et elle a été attisée depuis l'arrivée des plantes génétiquement modifiées. Alors, l'information du public pour dépasser ces peurs, c'est compliqué. En fait, ce n'est pas une information, ça serait une formation. C'est donc un défi. Par contre, dire que l'étiquetage est une information, c'est certainement faux. C'est en fait simplement un signal. Un point critique, la réglementation. Il faudrait réglementer avec discernement. Se focaliser sur la technologie et considérer que parce qu'une technologie est nouvelle, elle fait prendre des risques qui sont nouveaux, n'est jamais autre chose qu'un piège sémantique. Il vaudrait mieux que cette réglementation évolue pour procéder par rapport au caractère obtenu et non sur la base des techniques employées, ce qui est d'ailleurs le cas pour l'autorisation des plantes qui sont obtenues par des méthodes dites conventionnelles, qui sont elles-mêmes très variées. Alors l'exemple des PGM est là pour nous montrer qu'une réglementation qui a créé cet être juridique, l'OGM, sur la base d'une méthode qui associe le génie génétique et la transgénèse, a débouché sur tout un tas de problèmes qui font que, globalement, toute recherche et tout développement ont été bloqués, en particulier en Europe. Par conséquent, la qualification de PGM sans discernement des plantes possédant un caractère obtenu par une méthode de réécriture génomique
entraînerait forcément les mêmes conséquences. En conclusion, le dynamisme de la recherche utilisant les techniques de réécriture génomique peut favoriser une offre d'espèces et de variétés qui répondent mieux aux besoins de la société. Seule une propriété intellectuelle sincère, une réglementation équilibrée et une information objective permettront d'y parvenir. Je vous laisse méditer ce proverbe oriental qui me semble de circonstance. Bon, merci beaucoup Georges Pelletier pour cette intervention sur les plantes. Et donc, ceci est ouvert à la discussion. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions? Christian Dumas. Oui, il y a un commentaire et une question. Le commentaire, c'est qu'il y a peu de... Je suis là, Georges. C'est qu'il y a peu de gens qui savent que la France est le premier pays exportateur au niveau des nouvelles variétés, semences, etc. Avec l'introduction de cette nouvelle technologie, est-ce qu'on ne peut pas craindre que, puisqu'on est encore premier, je dis bien encore premier, qu'on redescende très très vite dans le classement au niveau exportation si on interdit les essais de ces nouvelles productions, même si elles sont extrêmement limitées, par exemple par des start-up ou des petits formats de structures comme tu l'as indiqué. Bon, alors, on s'en remet à l'Europe. Donc on attend des décisions de l'Europe pour le classement de ces technologies pour les plantes. Bon, ça fait un certain nombre d'années qu'on attend, peut-être que ça va venir. Il est vrai que si l'Europe prend une position qui est pratiquement le contre-pied des positions qui sont prises aux États-Unis, ne parlons pas de la Chine, on verra, mais aux États-Unis, on sait déjà, ça va affaiblir ce secteur au niveau européen, et les deux pays les plus importants au niveau européen dans ce domaine-là, c'est la France et la Hollande. Donc nous affaiblir globalement et nous affaiblir personnellement. Alors, pour ce qui est des essais, effectivement, il y a tout bêtement une incertitude actuellement. On ne sait pas quoi dire à des chercheurs. Est-ce que vous pouvez expérimenter vos plantes ou non? Si vous les expérimentez et que demain on les classe au PGM, vous êtes hors la loi. Vous pouvez tenter le coup, mais vous ne savez pas. Donc les scientifiques n'agissent pas, ne peuvent pas expérimenter des plantes qu'ils ont déjà produites. Et bon, cette situation, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera résolue au niveau européen. Les discussions sont en cours. Il y a des personnalités de cette académie qui travaillent dans des comités européens, mais pour le moment, on n'a pas d'informations sur l'issue de ces discussions. Vincent Coutinho. Oui, question derrière vous. Par là. Merci de cet exposé. Question de non-biologiste, non-spécialiste. J'ai l'impression que vous nous avez montré et rappelé cette technique extraordinaire CRISPR-Cas9. C'est une technique extraordinaire qui permet de rendre les choses beaucoup plus aisées, de les faire dans de plus petites structures et d'être innovant. Mais vous avez l'air de dire, si on les classe en PGM, est-ce que ce n'est pas automatiquement PGM? Est-ce que vous voyez un moyen de lutter contre le fait qu'on sait c'est PGM d'après la définition, et comme les OGM et comme les PGM, il est stupide d'avoir une règle uniforme pour toutes? Alors, les plantes en question, ce sont aussi les premiers exemples que j'ai montrés, ce sont aussi simplement des mutations. On change tel ou tel nucléotide dans l'ADN. Ce sont des choses qui sont exclues quand c'est obtenu par des techniques d'irradiation, par exemple, ou quand c'est obtenu par
de la mutagénèse chimique qui sont exclus de la directive ce sont des OGM, mais qui sont exclus de la directive qui porte sur les OGM. Ce sont des organismes génétiquement modifiés au sens large, mais au sens de la réglementation, vous n'avez pas les contraintes que vous avez quand c'est un gène transféré d'une espèce à une autre par une technique de génie génétique. Donc c'est là que se situe un peu la... C'est entièrement non scientifique. Ah oui, mais non, mais ça, on est d'accord. Dans notre discussion, Non. ça échappe à nos compétences de scientifique, c'est de la stupidité, mais c'est comme ça. On est d'accord. On est d'accord, mais il faut faire avec. Il y a des questions par ici. Alors, c'est une question là-bas sur la droite. Excusez-moi, mais Bon, j'ai une question d'ordre éthique. Et ma question c'est, puis-je dire que chaque génome est une mosaïque originale d'informations aux histoires différentes? Si ta réponse, Georges, est celle de Jean-Paul Renard, et oui, dans ce cas, je n'ai aucune raison de considérer un génome comme immoral. Je n'ai aucune raison de considérer une technique comme celle qui vient d'être évoquée comme immorale. Par contre, ce sur quoi je m'interroge, c'est sur l'usage qui va être fait de produits obtenus. Alors, quelles sont les réponses et des orateurs et de la communauté? Merci. C'est bien entendu sur l'usage que l'on peut discuter. Comme tu le dis, on ne voit pas le caractère immoral de tel ou tel génome et de telle modification d'un génome, mais ça dépend ensuite de l'usage qui est fait de cette technique. Dans le cas des plantes, la crainte, c'est de voir un monopole, finalement. Une des craintes, c'est de voir un monopole par un certain nombre d'acteurs qui seront plus puissants que d'autres et qui, finalement, au bout du compte, réduiront les possibilités de ce secteur qui se doit d'être divers et nombreux. Sinon, on va être sous la dépendance de quelques acteurs qui ne seront pas forcément à même de couvrir tout le champ possible. il y a une question ici et puis une question là-bas. Et puis Catherine. Oui, donc Catherine Renier-Roger, Académie d'agriculture et de pharmacie. Donc une petite question et un petit commentaire aussi. Donc sur le micro, oui, ça va ? C'est bon ? Donc un petit commentaire sur le fait qu'effectivement la réglementation n'est pas basée sur des considérations scientifiques. La preuve, la réglementation sur les OGM qui s'est focalisée sur une technique, la transgénèse, et pas sur les autres. Et effectivement, peut-être que c'est l'usage qui devrait primer. Et on sait bien qu'aux États-Unis, par exemple, la réglementation, elle, est basée sur le produit qui est obtenu et non pas la méthode d'obtention. Et je crois que Georges a bien souligné l'importance de ne pas se baser sur la méthode d'obtention, mais justement sur le produit qui est obtenu. Et je voulais faire aussi une remarque que l'Académie d'agriculture ayant travaillé sur la notion de biocontrôle, notamment dans une séance qui a été au début février, donc a bien souligné que l'amélioration variétale des plantes pour permettre de mieux lutter contre les maladies et les bioagresseurs des cultures s'inscrivait dans le biocontrôle. Et donc l'amélioration génomique, l'amélioration variétale obtenue par CRISPR-Cas9, dont on ne peut pas distinguer dans le produit quelle est la méthode qui a été utilisée d'obtention, une sélection classique ou une sélection par édition du génome, donc, et s'inscrit bien dans ces méthodes de biocontrôle. Donc c'était pour signaler que ça permettrait effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes de l'agriculture d'aujourd'hui. Un petit commentaire, une précision. La réglementation aux États-Unis tient compte quand même des deux. C'est au Canada que le focus est mis sur le caractère. Que ce caractère soit obtenu comme ceci ou comme cela, il est traité de la même façon.
Vous avez à plusieurs reprises insisté sur l'offre d'espèces et de variétés qui répondent mieux aux besoins de la société. Est-ce que vous pouvez, la société, qu'est-ce qu'elle demande? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Parce que je crois savoir que la société se plaint justement de la limite des variétés. De la limite des variétés mises sur le marché. Donc, quels sont nos besoins? Est-ce qu'il y a eu des études qui montrent quels sont les besoins de la société pour de nouvelles technologies? Bon, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Les variétés en question, chacune peut apporter un plus pour tel ou tel caractère. Avoir pour être plus précis, avoir par exemple des plantes qui résistent à des pathogènes, à des champignons par exemple, c'est essayer de limiter l'utilisation des fongicides, c'est donc limiter les résidus éventuels de ces fongicides. Je pense qu'il y a une demande sociétale toute simple pour ce genre d'obtention. Alors, ce n'est pas toujours très, très facile à obtenir, et il est clair que si on améliore les techniques, on augmente les acteurs qui sont en charge de résoudre ces problèmes, on obtiendra peut-être une solution dans ce cas-là. Donc, on peut décliner ça aussi sur des questions de qualité, sur des questions, enfin, toutes les questions qui peuvent se poser pour un consommateur ou pour un utilisateur. Ce sont aussi des questions pour des utilisateurs industriels qui utilisent les produits agricoles, donc qui ont besoin de certains types de qualités que la sélection traditionnelle essaye de leur fournir et qu'une sélection supposée avec ces techniques plus performantes et plus précises pourra mieux leur fournir. Je vais prendre encore 2 questions. Catherine Césarski et puis monsieur. Bien. Je suis astrophysicienne, donc je ne connais absolument rien au sujet. Questions venant de l'extérieur. Nous avons beaucoup parlé des questions de réglementation, mais je voudrais savoir si on oubliait les réglementations. Si vous partiez simplement en tant que spécialiste, ces toutes nouvelles techniques, est-ce qu'elles vous apportent aussi des dangers? Finalement, vous n'en avez pas parlé. On a tellement dit que le danger, c'est que la réglementation ne nous permette pas de nous en servir. Supposez que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Quels sont les dangers, quels sont les problèmes qui pourraient être causés? Chez les plantes. Et donc, pour l'humanité, par exemple, création d'espèces invasives, pour vous donner un exemple, est-ce que s'il n'y avait absolument pas de problème juridique, vous verriez des problèmes à développer tout ça? Je ne vois, enfin, ce que je ne vois pas, c'est pourquoi il y aurait plus de problèmes que quand on fait les choses à l'aveugle. En fait, quand vous faites l'utilisation des méthodes de sélection classiques, y compris celles les plus utilisées aujourd'hui, il y a une part d'aléatoire absolument immense. Donc j'ai du mal à penser que moins il y a d'aléatoire, plus il y a de risques. Voilà. Cette dernière affirmation me semble un petit peu étonnante, parce qu'on pourrait penser que, justement, quand il y a un processus aléatoire qui demande pas mal de répétitions, qu'il y a un autofiltrage, une autosélection. Alors, enfin, je ne sais pas, c'est une idée naïve. Moi aussi, je ne suis qu'un pauvre physicien, donc comme Catherine. Mais enfin, on a l'habitude des phénomènes de diffusion, des choses comme ça. Est-ce qu'on ne peut quand même pas se dire qu'un processus qui va aller par des phénomènes aléatoires successifs a plus de chances d'éliminer des variantes déviantes? Je n'en sais rien, je vous pose la question.